Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro du format Back Issues, qui est votre petit podcast où deux beaux jeunes hommes fringants dans la fleur de l'âge se retrouvent sur un canapé, commencent à se mettre à l'aise, à se déshabiller, puis à prendre des BD pour en parler. Et oui, surprise, vous attendiez à autre chose, bande de petits coquins. Je peux me rhabiller, c'est bon ? Eh bien oui, tout à fait. Par contre, vous pouvez aller sur onlyfans.com/firstprint pour avoir les coulisses des enregistrements de ces podcasts où effectivement vous serez surpris du contenu graphique présenté là-dedans. Mais pour ceux qui restent, pour ceux qui restent de l'audio, voilà, on vous offre juste le son sans l'image. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler de plusieurs bandes dessinées qui sont sorties il y a plus ou moins de temps. Il y a certains comics qui sont assez récents et qui sont donc disponibles en librairie depuis peu, et d'autres dont voilà, c'est une sortie un petit peu plus lointaine. Mais on estime qu'il faut aussi parfois simplement parler de bande dessinée, quelle qu'elle soit, pour n'importe quelle raison. Voilà. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on va commencer avec un titre qui est paru à l'automne dernier. C'est Corentin, salut. Oui, j'ai oublié de te présenter peut-être. Ça arrive. Mais en même temps, les gens ont reconnu ta voix. C'est vrai. Cette belle voix que tu prends. Fringant. Pour faire, tu l'as dit. Voilà. Pour faire du podcast. Salut Arnaud, ça va ? Ah voilà, j'aime. Mais si tu veux, on peut parler comme ça alors. Allez. Alors, pour commencer ce podcast, détendez-vous déjà, mettez-vous à l'aise, et on va donc vous parler d'une bande dessinée qui est sortie à l'automne dernier aux éditions Achilleos, une maison d'édition indépendante qu'on aime bien. D'ailleurs, on vous rappelle qu'il y a un Super Friends avec Emmanuel Bouteille, l'un des directeurs de collection chez eux. Et il y a plusieurs titres qui sortent. Alors c'est vrai que c'est un volume de production qui est moindre par rapport à des mastodontes comme Delcourt, Panini ou Urban Comics, voire même iComics d'ailleurs qui épulent un peu plus. Mais voilà, c'est des titres qui, à mon avis, méritent qu'on s'y prête un petit peu d'attention. Et aujourd'hui, on va vous parler donc de ce petit album qui s'appelle Catch and Release de Ed Brisson et de Lisandro Esteren. Donc, qui est sorti à l'automne dernier, toujours disponible. C'est un court roman graphique d'environ 80 pages qui coûte la petite somme de 14€, donc petit prix très accessible, un album en format cartonné. Et grosso modo, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti celui-là d'ailleurs, de quoi ça nous parle, Corentin? Eh bien de deux petits malfaiteurs qui essayent de faire une arnaque à la voiture volée, et comme dans les vidéos YouTube, ça tourne mal. La suite va vous étonner. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, c'est donc un voleur de voiture Alors ça se passe dans le comté de Halifax. C'est au Canada apparemment. Je découvre du coup, parce qu'Ed Brisson lui-même est canadien et a grandi justement dans la ville de Halifax. Il explique dans la postface un petit peu son rapport à la ville et tout. Ouais, c'est bien expliqué, ouais. Donc un jeune voleur de voiture va dégoter une Subaru, et plutôt que de la désosser, il propose effectivement de mettre une sorte d'annonce sur le Bon Coin et de trouver un mec qui passait par là, qui va travailler à Vancouver et qui pourrait lui payer la bagnole en cash. Donc évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Parce que l'idée, voilà, le but c'est de dire, une fois qu'il donne le cash, en fait tu fais, non, la voiture je te la passe pas, tiens, t'es niqué, je me casse, et comme ça tu peux recommencer l'arnaque plusieurs fois pour essayer de faire beaucoup de moulaga. Mais exactement. En plus, c'est pas des grosses sommes, donc il y a vraiment un petit côté polar, sans grandes ambitions, sans justement, c'est des petites frappes avec des petites victimes dans un truc qui va pas justement impliquer de gros réseaux criminels à la Criminal ou des vraies histoires mafieuses beaucoup plus construites. Ce qui est intéressant, c'est justement que le dessin se met au service de ce minimalisme, on va dire, dans l'économie du polar, puisque c'est que du crayonné. Ouais. Crayonné, la vie de gris. Crayonné et la vie de gris, du coup, pour les aplats. Tout à fait, voilà. C'est pas de l'ancrage, c'est très dépouillé comme style, tout en étant assez agréable à l'œil, je trouve. C'est rare de voir justement un album qui se passe d'encre et de couleurs, et ça rend très bien justement l'esthétique noir et blanc qu'on espère de ce type de produit, puisque moi, au demeurant, j'ai plutôt bien aimé la lecture. Je trouve ça relativement anecdotique, même si je connais très mal la biblio d'Ed Brisson en indé. Donc, par rapport à ce qu'il fait chez Marvel, on sent que c'est quand même plus incarné. On sent qu'il y a une sincérité, une envie de rendre hommage justement au côté un peu pourri et désertique et abandonné de Halifax et de cette banlieue, cet environnement qu'il connaît très bien. C'est aussi un peu, comment dirais-je, un peu trench foot, on va dire, un peu justement ce côté redneck, un peu ce côté c'est moins trash, c'est moins trash que trench foot. Après, tu sens vraiment une forme de misère sociale en fait dans les personnages qui sont dépeints. C'est ça, mais en plus ça va assez vite et ça on dit assez pour sans une grosse avarie de dialogue, une grosse avalanche de dialogue. Les relations entre les personnages sont assez très évidentes. Pour moi, voilà, c'est un petit film, c'est même un petit court-métrage, un peu auteur, avec un parti pris esthétique qui est intéressant. Effectivement, c'est pas très cher, ça se dévore assez vite.
Et si on n'aime pas, enfin si on aime bien ce que fait Ed Brisson, mais qu'on a envie de voir ce qu'il vaut en solitaire, je suis désolé pour ma voix cassée. Ouais. Ça peut effectivement être une bonne lecture de complément à ses aventures chez Marvel. Il explique justement qu'en général, quand il fait du polar, c'est parce qu'il se sent un peu frustré ou mal dans sa vie sur un moment T. Là, en l'occurrence, c'était la pandémie qui l'a motivé à faire Catch and Release. Et ça a tout du petit projet, effectivement, que tu fais pour te défouler, pour revenir à un truc plus personnel, pour t'autoriser un peu de liberté, un peu d'expérience, un rapport plus humain au personnage que t'as pas forcément dans tes contrats chez Marvel. Là, par exemple, il y a un rapport à la mort qui est assez intéressant. Et puis voilà, enfin, tu sais, j'ai pas énormément de trucs à dire parce que c'est un projet qui est pas très épais et qui participe plus pour moi d'un petit caprice. Ouais, d'une petite envie. Bah, après, c'est vraiment une petite envie parce que c'est un album qui a été financé sur Kickstarter de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc voilà, enfin, et c'est vraiment l'envie de raconter une histoire de façon. Enfin, pour moi, il y a vraiment. Plus que du minimalisme, c'est de l'essentialisme en fait. C'est que tu vas vraiment au cœur du propos et au cœur de l'histoire sans faire forcément de détours. C'est forcément, tu pourrais ajouter des scènes supplémentaires pour avoir un peu plus de background sur certains des personnages par exemple. Mais en fait, on n'a pas besoin parce que tu sais vraiment ce qu'ils veulent, tu sais vers où ils vont aller et quelle trajectoire nulle en fait ça va prendre parce que c'est vraiment l'histoire de deux types un peu perdus en fait qui vont faire des mauvais choix tout simplement et qui vont devoir après en assumer les conséquences. Mais je trouve que justement dans le peu de place qu'il y a, ça t'entraîne vraiment en fait dans l'histoire. Tu te prends au jeu très rapidement parce que justement t'as pas de fioriture et tout ça, t'es très vite happé. Voilà, au bout des 15 premières pages t'as l'élément déclencheur qui arrive très très vite et après tu relâches plus la chose quoi. C'est vraiment et pour moi c'est ce qui fait en fait la qualité d'un bon récit de polar en fait. C'est que alors oui, tu peux dire on va le lire d'une traite parce que c'est assez court, mais surtout tu lis d'une traite parce que t'es entraîné dedans et que t'as pas envie de lâcher. Ouais, et puis tu te dis pas qu'il manque un truc. Ouais, tu vois, c'est effectivement le rythme assez prenant, les personnages assez bien caractérisés, t'as quelques petits détails par-ci par-là, genre la répartition du butin et tout, qui sont plutôt intelligemment fait. Donc oui, effectivement, non, mais ça peut, moi, n'étant pas justement consommateur de petites œuvres comme ça me paraît particulier, mais c'est vrai que peut-être il y a des gens qui lisent des nouvelles aussi. C'est plus une nouvelle polar qu'un gros roman polar, on va dire. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est disponible chez Achilleos, donc une maison d'édition indépendante qu'on vous amène, qu'on vous invite. Merci, je perdais mes mots. Qu'on vous invite à soutenir. Il y a d'autres titres qui sont parus chez eux récemment, dont on va vous parler, notamment le dernier Ten Knife Fear et aussi Kill 1 Billion Demons. Ça, il faut absolument qu'on vous en parle. Ça fait en plus, je sais que j'ai déjà dit dans des podcasts. Il faut juste qu'on prenne le temps. Mais voilà, il y a vraiment quelques petits titres comme ça qui méritent vraiment le coup d'œil chez eux. Donc, Catch and Release disponible pour 14€. C'est du tout bon, c'est une petite lecture très sympathique et on vous rappelle aussi que si jamais vous n'avez pas forcément les moyens d'aller en librairie et tout ça, n'hésitez pas à demander aux bibliothèques par exemple qui sont dans votre coin s'ils l'ont ou par exemple s'ils peuvent le commander aussi puisque ça se fait et voilà, c'est aussi une autre façon d'aller pouvoir découvrir des œuvres. On continue du côté du semi-indé puisqu'on est quand même sur quelque chose un petit peu qui maintenant est devenu une licence mais qui quand même a ses apparats à la base d'indé, je dirais, avec le premier tome de la nouvelle série The Witcher qui est sorti chez iComics. Donc The Witcher, c'est l'adaptation en jeu vidéo des romans Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, série à très gros succès. Sapkowski? T'arrives à le dire du coup? Bah oui. Sapkowski? Oui. Ça se dit comme ça alors? Bah oui. Ok, je croyais qu'il y avait un truc avec. Bah je sais pas, enfin je le prononce comme je l'entends. Parce que tu sais, des fois il y a des variations. Oui, bah après je suis pas polonais, donc voilà, peut-être que je le prononce mal, mais voilà, je trouve que ça va. Donc ce que je disais, donc il y a sept romans principaux qui sont sortis et en fait avant qu'il y ait vraiment une intrigue fleuve. Sur les tomes 4 à 7, en fait, les 3 premiers notamment, c'était des nouvelles. C'est des petites nouvelles qui se passent dans cet univers, donc de fantasy un peu dark, dans lequel on suit donc Geralt de Rive, le sorceleur. Donc les sorceleurs, c'est des gens qui ont été manipulés génétiquement et qui ont subi un entraînement de taré, torturé, tout ça, pour en fait être doués de capacités hors du commun et chasser des monstres, notamment en échange d'argent. Et c'est des gens qui sont un peu reclus puisque justement ils sont bizarres et ils font un petit peu peur et donc voilà. Et en fait, il y a du racisme dans cette
cet univers. Tout à fait. Et en fait, donc en fait, la nouvelle série The Witcher, contrairement à celle qui était publiée auparavant, toujours chez Dark Horse, mais qui était proposée en VF chez Urban Comics, là en fait, c'est une nouvelle série qui se propose en fait d'être des adaptations directement des nouvelles de Sapkowski et pas de se situer dans l'univers de l'adaptation du jeu vidéo. Et donc en fait, va y avoir 7 albums en tout, 7 albums au format graphic novel là, directement. Ça ne sort pas en single issues aux États-Unis. Et donc là, on a le premier qui vient d'arriver chez iComics. Donc ça s'appelle Un grain de vérité. Donc c'est l'adaptation sensu stricto de la nouvelle Un grain de vérité qui doit être une des plus connues et peut-être aussi la plus accessible en fait pour découvrir vraiment qu'est-ce qui fait l'intérêt de l'univers de The Witcher en termes de fantasy. Donc c'est écrit par Jacek Rembis et Travis Currit et c'est dessiné par l'allemand Jonas Scharf avec les couleurs du bien bon José Villarrubia. Et en plus, ben voilà, donc c'est chez iComics, il y a un prix de lancement à 9,90€ parce que c'est un album qui est assez court, hein, je crois que là c'est une 60aine de pages, on est vraiment. Mais même après, même quand ce sera plus l'offre de lancement, c'est à 12,90€, donc je trouve ça encore très accessible en fait par rapport aux tarifs en vigueur dans le monde des comics. Et puis il y a une édition collector en noir et blanc avec un plus grand format, avec une superbe couverture d'Ike Ryan qui apparemment fonctionne mieux en plus que la régulière, ce que je veux bien croire parce qu'elle est vraiment très jolie. Et bah voilà, quand les gens voient un intérêt à mettre un peu plus dans un bel album, et ben ils le font. Donc c'est pas surprenant, mais il faut parler du contenu. Corentin, est-ce que tu peux un peu nous raconter de quoi parle Un grain de vérité? Bah, on en avait parlé hors micro avant d'enregistrer. Effectivement, moi, ça m'a forcément fait penser à l'un des épisodes de la saison 2 de The Witcher, qui justement est une adaptation de cette nouvelle aussi, ouais. Mais détournée, puisque justement, vu qu'on on croise le côté nouvelle avec le côté narratif de fond, avec Ciri, etc. C'était très différent. Là, on a la version essentielle, justement, comme tu disais, avec donc Geralt de Rive qui arpente les plaines avec son cheval Ablet, ouais. Trop mignon, qui croise un marchand et sa fille assassinée et qui, en suivant la piste, va arriver dans une maison où vit un riche propriétaire terrien qui se trouve avoir un physique de bête, de sanglier humain, qui voilà, enfin c'est assez facile de voir effectivement ce que Sapkowski du coup a pris au fameux mythe de La Belle et la Bête. Où il y a justement voilà, le riche propriétaire qui est enfermé dans un corps monstrueux après une malédiction. Sauf que là, évidemment, comme tu l'as dit, c'est de la dark fantasy, donc c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus pessimiste. Et c'est aussi beaucoup plus sexe, puisqu'il y a évidemment une partie très adulte dans l'univers de The Witcher. Geralt et lui vont fraterniser. Il y a un rapport de dialogue qui est très immédiat, il lui explique son histoire. Et Geralt, en parallèle, a un côté détective, on va dire. Ce qui est rigolo, c'est quand tu vois la série, moi je me suis souvent fait la réflexion qu'il joue un peu comme Batman, Henry Cavill, avec ce côté grognement, solitaire et tout. Et là, il y a un côté détective justement de l'occulte, qui fait aussi un peu Constantine, qui fait un peu Hellboy. Je trouve qu'il y a vraiment du Hellboy même dans l'esthétique de l'album. Donc on va découvrir un peu quelle est l'histoire de Nivellen, c'est son nom, hein, Nivellen. Pour comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui a été sa vie jusqu'à récemment et comment il serait lié à l'assassinat des deux personnes qu'on voit au début du volume, ce qui n'intervient qu'à la toute fin. Donc pour ceux qui ont vu la saison 2, vous n'allez pas apprendre grand-chose, sinon que vous aurez la version... Pour ceux qui ont lu les romans aussi. Hein. Oui, bien sûr, parce que la saison 2 est arrivée récemment. Donc, je sais qu'elle c'est un très gros succès sur Netflix. Pas pour rien d'ailleurs que voilà, maintenant on a plus de Witcher en BD. Mais ouais, donc moi j'ai bien aimé. Je trouve ça super cool. Jonas Scharf, qui est un mec qui... Je ne pensais pas avait cette qualité justement pour l'horreur. J'ai pas lu Bonne Parish, qui je crois était un récit d'horreur qu'il avait fait. Ouais, chez Delcourt. Ouais. J'avais vu récemment Avengers of the Wasteland, qui était joli mais sans plus. Là, on voit que ça profite bien des couleurs de Villarrubia. Il y a une vraie ambiance. Il fait un Witcher qui justement fait pas Netflix. De la même façon qu'il n'a pas voulu copier le style. Après, je pense que ça a été fait avant, peut-être en VO. Avant la saison 2 de Netflix. En fait, ça vient de sortir. Enfin, c'est sorti à la fois en VO et en VF quasiment simultanément. Okay, en fait, voilà, il n'a pas voulu tomber dans le piège de refaire du plan par plan, du copier-coller et tout. C'est une version qui est vraiment, effectivement, qui évoque plus de la littérature. Il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas de grands effets, justement, même par rapport aux jeux vidéo, qu'est-ce que Witcher s'est aussi fait connaître beaucoup grâce aux jeux vidéo. Il a créé son Witcher à lui, qui a immédiatement, pareil, ce charisme de personnage de roman, avec ce regard, ses sourires. T'en apprends beaucoup sans trop en apprendre, c'est-à-dire qu'on te parle très peu de Geralt lui-même. On t'explique juste que les sorceleurs sont des chasseurs de monstres, simplement. Et tu découvres un peu l'univers, l'ambiance, cette ouverture justement à la violence, au sexe, aux monstres, parce qu'il y a un bestiaire qui est assez impressionnant. Quand Geralt rencontre un monstre dans cet album, il énumère quelles pourraient être les espèces qu'il a en face de lui, ce qui t'explique bien qu'en fait lui c'est une sorte d'ethnologue, on va dire, des monstres qu'il doit découper, etc. Et ouais, cette espèce de
de torsion un peu cruelle sur La Belle et la Bête, La Belle et la Blette, qui je trouve très agréable aussi. Je trouve très agréable justement parce que ça fait vraiment, oui, le monstre originel qui aurait pu inspirer un conte de fées beaucoup plus naïf et candide au fil des générations. Les dialogues sont bien écrits, c'est bien rythmé. J'ai toujours un peu de mal, moi, avec les gouttières noires, on va dire, enfin la planche noire, pour indiquer que c'est une histoire d'horreur ou de magie, etc. Mais bon, là, en l'occurrence, ça passe très bien grâce aux couleurs qui relèvent un petit peu le truc, qui font un truc finalement assez enlevé, je trouve. C'est pas du tout volontairement sombre, c'est pas non plus volontairement fantasy, t'as pas les teintes vert et ocre que t'as souvent dans les albums de fantasy. Donc, ouais, non, moi, je me suis plutôt bien éclaté. C'est très bien traduit, d'ailleurs, au demeurant aussi. Ouais, puis en plus la traduction c'est aussi basé sur les dialogues qui sont présents dans la nouvelle originale. C'est le traducteur justement des romans qui sont édités chez Brajlon du coup. Ouais. Ok, bah du coup voilà, d'où le fait que ça a été. Enfin, je sais pas si c'est la même personne, mais en tout cas ça reprend la traduction des romans de Brajlon. Bah oui, tel quel, je te dis, moi j'ai pas de reproche à faire à ce projet-là. On sait l'amour que je porte aux comics de licence, donc je vais pas vous convaincre de l'acheter, mais à 10 balles, je trouve qu'effectivement si vous êtes devenu fan des Witcher ou si vous l'étiez déjà grâce au roman, bah, ça vaut carrément le détour. Effectivement, Jonas Scharf qui fait vraiment des expressions physiques très intéressantes à Nivelaine. On a, oui, un truc qui tombe justement dans l'érotisme sans être pervers ou malsain. Quand il y a de l'horreur, c'est de la bonne horreur, c'est assez violent. Et oui, on peut être bien dans le côté un peu cruel et dépossédé de ce monde, justement, où on a l'impression qu'il y a plus d'espoir, il y a plus d'humanité, parce que tout est très déconnecté des villes et compagnie. Et en fait, Geralt qui arrive avec sa gueule balafrée et ses yeux de loup, ça va en fait être lui un peu le vecteur de justice. Alors une justice qui est très violente, hein, évidemment. Mais tu vois, voilà, ça c'est des jolies planches, par exemple. Donc oui, non, moi je te dis, sans être un expert de cet univers-là, parce que je ne suis pas évidemment, parce que du coup peut-être qu'un vrai fan des romans pourrait te trouver des trucs à redire sur des choix esthétiques ou... Bah moi j'ai une chose à redire. Ah bah vas-y. Ce que j'ai lu. Ah bah c'est bien. Alors j'ai pas tout lu encore, mais celle-là, moi j'ai lu quand même la première moitié des romans sorceleurs. Mais je me rappelle très bien qu'un grain de vérité, c'était la première nouvelle, parce qu'elle se situe assez tôt hein, dans les publications. Et c'est la première nouvelle, je crois, qui m'a vraiment scotché, en fait, qui m'a vraiment fait comprendre, en fait, pourquoi il y avait un intérêt dans cet univers-là. Et notamment parce que dans la fantasy, souvent, enfin, les héros, voilà, dépaissent des monstres, et les monstres, en fait, c'est de la chair à canon. Et en fait, là, ça donne vraiment une identité et un propos à des créatures qui généralement sont juste là pour être un leitmotiv de la baston et pour faire valoir le côté héroïque du personnage principal. Et le fait d'avoir effectivement ces dialogues, d'avoir en fait vraiment donner une humanité, en fait une personnalité aux différentes créatures, ouais, c'est ça, voilà, aux différentes créatures, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui marque en fait dans cet univers et que l'on retrouve pour le coup parfaitement retranscrit là-dedans. Et moi j'ai adoré en fait limite, hein, j'ai vraiment kiffé parce que je me méfie, enfin c'est pas ce que je me méfiais, mais je me disais effectivement, moi j'ai lu la nouvelle, alors j'ai pas encore regardé la série. Ça me va très bien d'avoir juste lu les bouquins je me demandais bon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à vouloir adapter ça? Et en fait ouais, parce que là il y a le propos est bien retranscrit, la patte graphique elle marche super bien parce que Scharf et Villarrubia travaillent très bien ensemble, et le seul reproche que j'ai à faire c'est sur la représentation graphique des pouvoirs des sorts qu'il fait, qui pour moi évoque vraiment celle du coup du jeu vidéo. Et le triangle là, ouais, les triangles, les symboles, parce que c'est vraiment ce que tu fais dans le jeu, dans The Witcher 3 que j'ai un petit peu fait aussi. Et je trouve que c'est bizarre, enfin bizarrement c'est un élément esthétique du coup qui m'a sorti en fait de l'univers de la nouvelle, enfin de l'univers de Sorcerer tel que je me le représente, parce que justement ça m'évoquait un autre média ou un peu plus, où, je sais pas, je me disais d'un coup je trouve que l'esthétique est pas adéquate par rapport à ça. Mais après c'est vraiment voilà, ça intervient à quelques endroits de quelques planches, et c'est juste moi qui ai tiqué dessus, donc dans l'ensemble voilà, c'est pas dommageable du tout, mais vraiment sinon j'étais très agréable, enfin très bien, très agréablement surpris en fait. Je pensais pas que j'allais kiffer autant. Moi, le projet, en plus de faire des nouvelles, m'intéresse plus que l'adaptation de la saga chronologique du Witcher. Parce que, justement, en comics, on a une école de BD qui correspond à ça. On a les BD Conan le Barbare, où il y a énormément, en fait, d'aventures très éparpillées, où juste Conan mène une aventure et puis s'en va, entre guillemets. Et même dans l'univers de Witcher, il y a un peu ça aussi, puisque c'est un guerrier solitaire très fort à la bagarre, qui passe de rencontre en rencontre dans des univers cruels et violents. De la même façon que, justement, Hellboy, c'est là vraiment le côté, en plus, maison, étouffé, dialogue avec éclairé à la bougie. Les trois quarts, c'est en huis clos. Hein, voilà, c'est ça. Et puis les couleurs de Villarrubia font aussi justement assez Mignola compatible. Donc oui, non, pareil, je te dis, pas coup de cœur, mais à ce prix-là, je pense que c'est un bon investissement.
Très bien, Corentin. Donc c'est disponible en librairie, on vous le rappelle, avec un prix de lancement de 9,90 et c'est à 19,90 pour la collector si ça vous intéresse d'avoir en plus grand format et en noir et blanc. Je vous avoue que j'ai pas de commentaires à faire sur le noir et blanc parce que je ne l'ai pas vu. Donc, mais j'imagine que ça doit être quand même joli. En tout cas, à voir ce que vous préférez. Corentin, on est en fait 100% dans l'indé dans ce numéro, mais quelque part on est quand même là dans un indé qui se rapproche un petit peu du super-héros, puisqu'on va vous parler de 2 bouquins de Donny Cates qui sont sortis récemment chez Urban Comics. Et le premier, c'est The Paybacks, sur lequel Donny Cates s'est accompagné à l'écriture de Elliot Rahal et au dessin d'un certain Geoff Shaw, un collaborateur régulier de l'ami Donny Cates, avec qui ils ont fait notamment ensemble God Country. Oui, tout à fait. Alors, The Paybacks, c'est, comment dirais-je, une série comique de super-héros où on imagine que dans un monde comparable à celui de DC et Marvel, un financier, une banque, on va dire, de super-héros, enfin pour les super-héros, est là pour prêter de l'argent à celles et ceux qui veulent acheter du matériel pour aller combattre le crime, et inversement aussi aux super méchants qui auraient besoin de matériel pour commettre leurs méfaits. Sauf que cette banque, évidemment, comme toutes les banques, compte récupérer son dû, et pour celles et ceux qui ne payent pas leur traite en temps et en heure, on leur envoie les paybacks qui sont justement en fait d'anciens super-héros qui n'ont pas réussi à payer et qui ont été mis au service de la banque, enfin de l'être suprême qui dirige cette banque plutôt, et qui va en fait du coup systématiquement récupérer les biens et embaucher le mauvais payeur de force avec un principe à la Suicide Squad où on lui met une bombe sur la main, etc. Pour de former une sorte d'armée de mauvais payeurs, on va dire, qui seront tous des soldats au service de la banque. C'est un peu les méga créanciers. C'est ça, voilà. Donc c'est une BD effectivement humoristique, avec quelques référents, même de nombreux référents à l'univers DC. On a un personnage qui s'appelle le Night Knight, qui est donc une sorte de Batman médiéval, avec un cheval pareil qui parle, mais on le voit pas assez, donc je suis très triste de ne pas avoir plus ce cheval. On a, alors elle c'est Ava, je crois, la petite punk avec la batte un peu à la Harley Quinn, qui elle est l'orpheline d'une ancienne super-héroïne qui pareil est morte en laissant la créance à payer. On a une vampire, on a une sorte de parodie des Youngblood avec des personnages qui sont très Rob Liefeld, le Squisquatch pour le Sasquatch et tout. Ouais, t'as aussi un Doctor Strange, clairement. T'as un Doctor Strange, oui, Doctor Black, avec un Q. Et ils font souvent la blague parce que en fait, quand c'est pas écrit avec un Q, lui. Ouais, c'est un peu parce que ça c'est un peu méta. Enfin, dans l'écriture. C'est complètement méta. Mais là-dessus, la narration est méta. Sachant que Dr. Black vient d'une autre série aussi qui s'appelle Buzzkill, qui est éditée chez Delcourt. J'étais assez curieux de voir justement comment ils allaient gérer parce que dans l'édition VO, t'as exactement ce qu'ils ont mis dans l'édition VS. T'as des résumés avec des commentaires très sarcastiques de Donny Cates, qui est un grand enfant qui aime beaucoup s'amuser, qui donc régulièrement va dans les préfaces présenter les personnages en donnant des détails à la con, genre quel BD lisent en ce moment, quelle est leur marque de chewing-gum préférée et tout. T'as souvent des commentaires aussi de la narration, qu'on comprendra plus tard, qui est un des personnages du film, enfin de la BD, qui se permet des commentaires pareils tout aussi absurdes. T'as une sorte de propos quand même, un peu sur justement l'esclavagisme des prêts bancaires, le système américain, etc. Mais c'est vraiment c'est très au second plan, quoi. Le but, c'est de faire une c'est l'idée qui sort du pitch de base et après c'est pas exploré dans les détails. C'est un prétexte pour après aller quand même vers du fun. Alors faut quand même savoir que la BD au départ était éditée chez Dark Horse, mais n'a pas marché. Et au bout de 4 numéros, elle a été annulée et basculée chez Heavy Metal. Donc Donny Cates a du coup tenté une deuxième fois de poursuivre l'histoire des paybacks. Malheureusement, il a eu un problème, c'est que ça n'a pas marché non plus. Et donc la série ne dure que 8 numéros. Enfin, les 2 séries totales durent 8 numéros. Et lui, quelque part, je pense, avait prévu de faire en faire plus, puisque ça se voit, la fin est exceptionnellement rushée. Et il le dit, il l'aborde lui-même. Il dit, il va falloir tout faire rentrer dans ça va vite. Ouais. Préparez-vous à beaucoup de bastons et tout, etc. Alors, moi, je trouve ça vraiment agréable à lire en tant que parodie super-héros. Ça fait très Mark Millar de la grande époque. Ouais, avec le côté gras, le côté... Alors, il n'y a pas trop de cul, en l'occurrence, mais le côté, justement... C'est quand même très violent, par contre. Voilà, c'est très violent et c'est très parodique. Il y a vraiment un côté, on se fout de la gueule de Marvel, on se fout de la gueule de DC, on s'amuse, il y a un Superman, il y a même des références à de plus anciens personnages que je ne peux pas vous révéler, malheureusement. Tu l'as reconnu, du coup Moi, je dirais pas. Non, mais elle me le dit pas s'il faut que je dirais pas, j'ai rien dit, c'est bon. Maintenant, je trouve que c'est une bonne lecture qui est effectivement marrante. Il y a plein de mise en scène du méta. Il y a même une référence à Grant Morrison à un moment donné, parce que Heavy Metal était à l'époque piloté par Grant Morrison, qui intervient comme Yale l'aurait fait dans Animal Man, c'est sur une case pour expliquer un peu ce qui se passe à ce moment-là.
Donc voilà, la deuxième partie du volume est vraiment la partie la plus intéressante parce que c'est là que ça déconne le plus, c'est là que ça tire partout. On voit aussi que Geoff Shaw s'amuse de plus en plus à mesure que l'histoire avance et se déconnecte du propos un peu justement social qu'il pourra représenter. On peut reconnaître voilà, des silhouettes de Galactus, de Celestial dans l'arrière-plan. Ouais, puis t'as même le côté du van qui est la House of Mystery Oui, en oui. fait. Qui Même aussi Danny The Street, mais tu vois la version. C'est marrant parce que fait, ça, il l'a fait avant justement que dans la nouvelle série Doom Patrol, Danny The Street devienne Danny l'ambulance. Tu vois, qui du coup maintenant Danny The Street, c'est Danny la rue, devienne justement un camion mobile qui est aussi une dimension infinie, qui prend les formes qu'il veut, enfin qui elle veut. Donc ouais, c'est effectivement une bonne lecture. Maintenant, on va pas se mentir, cette lecture-là, elle arrive aussi en France parce que justement, elle est motivée. Elle a une rampe de lancement qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressante. Parce que ça, vraiment, ça fait le côté. Enfin, Paybacks ressemble beaucoup à un projet de gamin un peu fou qui veut s'éclater avec les super-héros en éclatant les super-héros, qui veut mettre de la violence partout, des trucs de taré, etc. À la fin, je trouve quand même que il y a une sorte de foutage de gueule des codes de la narration classique où vraiment le super vilain fait un monologue de super vilain et on lui fait remarquer qu'il fait un monologue de super vilain. Le héros commence à interrompre le super méchant pour lui dire c'est bon, ta gueule, t'es qu'un super méchant. Il y a vraiment des facilités dans l'écriture, mais parce qu'il a été pressé par le temps, hein, c'est évidemment ça. Même limite, je trouve pas qu'on sente beaucoup la présence de Elliot Rahal, en fait. Mais du coup, voilà, c'est effectivement une bonne lecture. Ça fait 2 fois que je dis ça, mais je trouve quand même qu'elle est limitée dans son concept par sa brièveté et le fait qu'il est pas... Ouais, après, ça fait quand même un album de 200 pages et quelqu'un, donc c'est... Oui, mais tu vois très bien qu'il voulait aller plus loin, quoi. Il y a des pistes qui sont pas développées, il y a des trucs qui sont super rushés. Même par rapport à l'identité du super banquier, justement, où quand ça arrive, tu te dis, ah, oui, bon, bah, du coup, j'aurais bien aimé qu'on ait une petite partie en plus pour m'expliquer ça. Tu vois, en fait, comme ça a été annulé, il n'a pas eu la place de le faire. Donc, il s'est trop laissé écouter vanner pendant 4 numéros pour le premier volume, ce qui fait qu'à la fin, on paye la facture, mais ça reste tout à fait. C'est juste les lecteurs qui ne sont pas montrés assez curieux et c'est de leur faute à eux. C'est vrai. Lisez de l'indé, sinon ce sera votre faute à vous. Aussi. Très bien, mais justement on va faire directement la transition avec l'autre volume qui arrive en même temps et par la même équipe créative. Alors il n'y a plus Elliot Rahal, mais c'est toujours Donny Cates et Geoff Shaw. Et ça par contre, donc ça s'appelle Crossovers, donc ça a démarré chez Image Comics. On vous en avait déjà un petit peu parlé après avoir lu le premier numéro dans un Back Issues VO, quand ça venait de sortir. Et donc là, on peut refaire un point maintenant sur cette série avec ce premier arc qui est contenu dans cet album, qui en plus, à l'instar des autres séries en indé chez Urban Comics, démarre aussi là avec un prix de lancement à 10 €. Donc forcément, il y a, sachant que The Payback c'est à 20, donc on peut se dire que pour 30 €, t'as le doublé, t'as un très bon doublé. Mais alors du coup sur Crossover, Corentin, que peux-tu me dire un petit peu de là-dessus? J'aime beaucoup là où ils ont positionné le sticker 10 € du coup. C'est ce qui vraiment t'as la tête du gamin à cet endroit-là. Qu'est-ce que je peux t'en dire? Écoute, c'est une série qui porte très bien son titre. Et d'ailleurs, rappelle-toi, on s'était posé la question à l'époque où Bleeding Cool avait fait un article. Il va y avoir un crossover chez Image Comics. Et en fait, c'était ça, effectivement. On n'avait pas vu venir... parce qu'on s'est dit, c'est juste que la série s'appelle Crossover et que Rich Johnston s'est trompé. Mais en fait, non, il y a bien effectivement une notion de crossover au sein d'Image Comics. Pour vous résumer, en fait, la série, elle part d'un concept simple. En fait, vous avez une ville, Denver, dans le Colorado, dans laquelle, en fait, va surgir un faisceau de personnages de fiction, de bandes dessinées, des super-héros, des justiciers armés, masqués, etc., et qui vont, confus, commencer à se taper sur la gueule. Un peu comme un crossover estival de super-héros, où justement, on a cette partie destruction, cette partie grande bataille finale, y compris au cinéma, etc. Sauf que là, c'est des personnages qui viennent vraiment des BD. C'est des personnages de DC, c'est des personnages de Marvel, c'est des personnages de Image, de Dark Horse, etc., etc. Arrive justement l'incident. Le gouvernement n'est pas forcément très content de voir ces puissances tutélaires de la fiction débarquer dans le monde et commencer à casser une ville. Envoie l'armée. Et un personnage qu'on suppose être Doctor Strange va ériger un portail au-dessus de Denver pour empêcher les bombes nucléaires de tomber. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Puisque du coup, le reste du monde est coupé de ce qui se passe dans la bulle, où il y a le crossover, où il y a le portail duquel viennent les personnages de fiction. Tandis qu'à l'extérieur, d'autres personnages ont réussi à sortir. Donc, et puis on a quand même le traumatisme un peu à la 11 septembre, justement, d'avoir eu une ville qui a été ravagée par des personnages de BD. Donc maintenant, la lecture et la pratique de la bande dessinée devient un truc ostracisé, même racisé quelque part, justement. Enfin, on peut trouver tout un tas d'allégories, genre les comic shops deviennent des sortes de mosquées devant lesquelles des gens manifestent avec
des dieux détestent les masques, avec voilà les intégristes religieux, chrétiens, avec les suprémacistes blancs entre guillemets. Même les cosplayeuses passent un peu pour des femmes voilées, les auteurs de BD passent un peu pour des tarés pareil qui incitent les djihadistes entre guillemets. Il y a un truc par rapport au fait que les auteurs de BD sont justement ostracisés aussi et poursuivis, ce qui est pas encore trop dans ce volume là, mais dans le volume suivant il y a un numéro avec Chip Zdarsky notamment qui parle très bien de ça. Donc ça commence là-dessus en fait, sur le côté un peu, et si la passion de BD était on va dire l'islam post-11 septembre. Et ensuite ça va beaucoup plus loin, mais beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ensuite donc là l'héroïne Ellie, alors qui s'appelle pareil un nom très méta, Ellipses Howell, donc en fait les ellipses, oh bah tu vois un truc comme ça, donc c'est complètement con. Donc après elle trouve dans le comic shop où elle travaille avec Otto, un personnage qui fait très libraire de comics, on en connaît, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Driver je trouve de The Paybacks, mais en plus vieux, va en fait découvrir qu'un personnage de fiction, une petite fille qui s'appelle Ava, est tombée, enfin s'est perdue et a fini justement dans la boutique où elle était. Boutique qui va être détruite par le fils d'un d'un activiste religieux très chrétien, très réactionnaire, très fasciste en fait, et il s'enclenche une sorte de road trip pour aller de l'autre côté du dôme et retrouver les parents de Ava. Et en chemin, on va apprendre que Ellie aussi, ses parents sont restés bloqués de l'autre côté du dôme, etc. Donc, c'est compliqué d'en parler sans spoiler. Donc, on vous a déjà dit qu'il y avait les personnages de Paybacks, et c'est assumé dans la série, évidemment, vu que c'est des personnages de BD, il peut faire venir qui il veut. Et donc, il va évidemment choisir son équipe de super-héros à lui. Il y a vraiment un côté revanche. Il y a un côté, ça fait 2 fois que la série se fait annuler. Maintenant, c'est bon, j'ai trouvé comment la faire venir. Je vais en fait m'en servir comme le véhicule de mes personnages de super-héros dans un univers où j'ai besoin de personnages qui sont pas les propriétés intellectuelles d'autres compagnies. Ouais, puis il fait même une réflexion quand ils apparaissent en disant ah bah oui, bah c'est The Paybacks, mais vous l'aviez pas lu. Donc, ah oui, non, mais là, c'est complètement. Mais il y a un niveau de délire méta qui. T'as la narration, pareil, à la Morrison, qui va être contredite par ce que font les personnages à un moment donné. T'as le héros qui reçoit, l'un des héros qui reçoit une lettre qui lui dit de faire un truc, donc il voit le futur, soi-disant et tout. Et dans la lettre, ça commence par je suis désolé, je sais que ce n'est que le premier arc, mais nanana, etc. Et t'as tout un faisceau, pareil, donc pas le nom de l'héroïne, t'as tout un faisceau comme ça de références, t'as des références à d'autres BD de Donny Cates, on va pas dire lesquels. Il y a un côté d'ailleurs un peu masturbatoire, je trouve, par moment, mais surtout ça pue en fait l'amour de la BD et de l'amour de la BD indé particulièrement. T'as une scène justement où on voit en fait ce qui est arrivé aux personnages de DC et de Marvel et pourquoi ils ne peuvent pas intervenir dans le truc, donc c'est plutôt bien foutu de ce côté-là, parce qu'évidemment s'il y a un crossover avec des personnages qui viennent de tous les mondes de la bande dessinée pour où sont Batman et Superman, bah ils sont voilà, quelque part. Et d'ailleurs cette scène là justement, je sais pas si tu vois de quoi je parle, c'est une référence à une scène d'un numéro de Spawn aussi. C'est où Spawn parlait à Cerebus justement, et c'est le fameux numéro qui théorise l'idée d'Image Comics, c'est pourquoi les auteurs indés sont plus libres que les auteurs de fiction, pourquoi Spawn, qui a été créé par un homme libre justement, est beaucoup plus libre que Batman. Et t'as une planche où justement tu vois les mains de Batman, Superman, Wonder Woman, etc. derrière une cage. Et ça, tu vois, c'est aussi un hommage qui rend. Et de toute façon, le premier arc s'appelle Kids Love Chains, justement, un hommage, voilà, encore une fois, à la boîte qu'il veut fonder, et parce que justement, lui, il a grandi en lisant du Spawn. Et cette idée de Image Comics comme une sorte d'arche révélateur de la liberté créative en BD, ça l'a toujours animé. Et là, on le voit, il y a vraiment des... Puis Kids Love Chains, c'est ce qu'avait dit Todd McFarlane, en fait, pour expliquer le succès de Spawn. Pourquoi est-ce que Spawn a marché? Kids Love Chains, effectivement. Ouais. Et donc, il a refait la référence dans Venom, il a refait... après, maintenant, il a appelé sa boîte Kids Love... KLC Press, ouais. Exactement. Et là, justement, tu comprends, en fait, ces références. Mais t'as vraiment des trucs qui sont... Bon, ça, c'est pas un spoiler de vous dire qu'il y a des personnages qui viennent d'autres bandes dessinées non plus. On vous dira pas lesquels parce que sinon parce qu'il y a vraiment un côté, notamment si tu l'avais pas lu forcément en VO et tout ça, mais il y a un côté jubilatoire et du vrai fan service et de la vraie surprise en fait, avec une maîtrise vraiment du côté du page turner en fait, où tu vas tourner une page et tu vas faire vraiment tu vas lâcher des expressions. Et en fait vraiment parce que moi j'avais lu les premiers, mais j'étais pas allé aussi loin en fait, parce qu'après je m'étais dit bah c'est bon, j'attendrai la VF par manque de temps, et je te jure que la lecture c'était jubilatoire. En fait, vraiment, t'as des pages pleines ou t'as des tourne-pages ou même une double page qui est complètement hallucinante. Et tu comprends vraiment dans le là, je le comprends en fait. Là, c'est du fan service, pas forcément nostalgique, mais vraiment de gosse en fait, où tu veux mettre tous les jouets possibles au même endroit.
Et ça fonctionne parce que c'est fait avec une sincérité, vraiment un amour de tous ces personnages, de toutes ces BD qui est vraiment sincère. C'est vraiment, tu vois, pour moi c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui vient des tripes, et de se dire aussi après, quand tu te poses 2 secondes, de dire mais ça veut dire qu'en fait tous les créateurs de ces autres trucs ont donné leur accord et tout ça, on dit vas-y on va jouer avec toi. Il y en a un particulièrement qui bien sûr, surprend vraiment quoi. Mais on en reparlera hors micro alors. Mais vraiment voilà, il y a vraiment en fait cette sensation de grandiloquence en fait que t'arrives pas à retrouver forcément ailleurs, et qui fait que là vraiment en fait enfin c'est 1000 fois plus excitant que tous les crossovers que t'as pu avoir chez les Big Two, limite. Tu vois, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a les personnages qui sont là et ceux qui ne sont pas là justement, ceux qu'il arrive à évoquer comme dans The Paybacks, par des jeux de silhouettes, tu vois au loin, tu dis ah ok, donc lui il a pas le droit de l'utiliser mais il le met quand même. Et du coup, t'imagines le combat que ça donnerait, etc. Mais même, je trouve qu'il n'y a pas un côté jouet pour moi, il y a vraiment un côté, parce que c'est pas ses jouets, c'est un hommage en fait, c'est vraiment un hommage aux grands auteurs précisément de l'indé, parce qu'il y a qu'eux qui peuvent être là de fait, parce que je vois, DC Marvel ne pourront pas participer à ça, c'est la réalité des contrats. Où tu sens en fait que lui, justement, se place dans une sorte d'héritage, d'amour, justement, de cette première génération, où on sait qu'il y a des figures qui vont encore apparaître, qui ne sont pas encore là. Voilà, particulièrement pour l'un des personnages les plus importants de la BD, justement, c'est vraiment pas une figure connue, tu vois, c'est vraiment pas un truc, pas en France en tout cas, ouais. Moi en plus on parle régulièrement, c'est compliqué sans spoiler, on en parle régulièrement justement de cette personne, c'est précisément un truc qui serait invendable en France, tu vois, typiquement, et pourtant justement aux États-Unis c'est une des figures justement de la BD un peu underground, tarée et tout, et le fait de l'avoir choisi précisément lui, pour moi justement ça montre que c'est pas un côté je veux convoquer justement des figures connues et faire une baston. Il y a vraiment juste, je prends tous les trucs que moi j'adore et les gens que j'admire, etc. Et je vais essayer de les animer. C'est ça, c'est l'amour, c'est de l'amour. Avec référence. Alors, au niveau esthétique, on précise quand même, évidemment, vous avez des Liechtenstein dots, des points de Liechtenstein pour montrer ce qui est BD et ce qui n'est pas BD. Un truc qui faisait déjà un peu dans The Paybacks par rapport à 2-3 scènes, mais c'est des effets d'éclairage qui là sont mis à profit. Vous avez aussi souvent des espèces de cases bleues, des effets bleutés qui d'un coup une case passe en bleu, soit parce qu'elle est narrée, soit parce qu'elle est symbolique, ce qui pour moi me fait penser un petit peu, tu sais, à l'encre bleue qu'ils mettent avant de finir justement un ancrage. C'est quand il faut un crayonné en bleu pour ensuite pouvoir se repérer avec les trucs. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. T'as vraiment encore une fois toute une mise en abîme du concept de crossover, parce que c'est un crossover de super-héros avec justement dans la vraie vie justement des auteurs qui ont accepté de prêter leur personnage dans un monde qui va justement être le crossover d'Image Comics involontairement, et qui pose des questions entre le rapport réalité-fiction qui fait encore une fois très Morrison. Il y a vraiment même un côté ultra comics, Multiversity par moment dans les jeux de narration et tout. Donc ouais, c'est une super BD. Moi j'ai vraiment pris mon pied. Je trouve que justement il y a un petit propos social qui permet aussi de faire passer la pilule et de pas se dire que c'est juste un délire de grands enfants. Il y a des rêves que j'attends, on va dire, parce que moi j'en suis à jour en VO. Il y a des rêves que j'attends. Quelque part, j'aurais presque, tu vois, aimé que justement DC et Marvel acceptent de participer, parce qu'il y a vraiment un côté tellement série fleuve et tellement hommage à la BD de super-héros, parce que les crossovers, c'est les Big Two qui les ont inventés, tu vois. Ce concept-là, justement, des super-héros qui se tabassent dans une ville et qui détruisent la ville, c'est un truc de Superman. Les héros qui se rencontraient pour aider aussi les séries qui étaient en berne à se relancer. Voilà, c'est ça. Et précisément, ça je pense qu'il va trouver des palliatifs, mais c'est pareil, t'as des références à des événements éditoriaux. Quand ils envoient l'espèce de zombies et tout, pas ceux-là, je veux dire les trucs, des créatures on va dire artificielles, et le nom qu'ils leur donnent justement qui est une référence à une période éditoriale où en fait des éditeurs avaient fait des saloperies et tout, tu vois. Donc ouais, non, c'est vraiment tellement généreux et tellement, j'ai envie de dire intelligent. Ça reste un crossover de gamins qui se fait plaisir. Ouais, mais faut l'écrire. Ouais, non, mais faut l'écrire. Il faut que ce soit crédible, il faut que tu puisses être quand même attaché au personnage et tout. Et là, tel quel, c'est bien fait. Et je vous dis, le volume 2 est franchement pareil, il pousse encore plus loin certaines débilités. Donc, n'hésitez pas à revenir. Et puis, voilà, pour 10€, ça vaut carrément le coup. Ouais, clairement. Donc, voilà, très, très, très bonne série avec crossover. Donc, celle-là, on vous conseille vraiment, vraiment d'aller à sa découverte. Et puis, si en plus les personnages de Paybacks vous intéressent, vous avez également la série qui a été éditée. Moi, j'avoue que je comptais pas relire The Paybacks pour le podcast, que mon souvenir était assez frais. Et en fait, en me remettant dans le crossover, je me suis remis en arrière et j'ai relu tout Paybacks. Parce que t'as envie de savoir, tu vois. Juste, Donc oui, en fait, faites un prix de gros. Enfin, pour le coup, c'est bien pensé du coup d'avoir sorti les 2 BD en même temps. Je trouve que la stratégie éditoriale pour ça est plutôt bien pensée.
Corentin, on va continuer, on s'en va définitivement des super-héros pour ce numéro du Back Issues, et puisqu'on va aller de nouveau dans l'indé, et on fait un petit tour par 404 Comics, qui nous sort le deuxième tome du Jonah de Chris Samnee et Laura Samnee avec les couleurs de Matthew Wilson. Oui, très belle couleur hein, d'ailleurs. Donc on reprend là où on en était. La petite fille sauvage qui a été enlevée par des vilains. Des méchants pas beaux, qui s'en servent pour essayer de faire une sorte d'arène de monstres, puisqu'elle est très forte. Ça va un peu plus loin. Elle est capable c'est One Punch Man, mais dans le corps d'une petite fille espiègle. C'est Son Goku avant le tome 1 de Dragon Ball, on va dire. C'est l'enfant bête, l'enfant sauvage. Bon, elle est pas si bête que ça, mais en tout cas, elle te défouraille des monstres juste avec une patate, quoi. Non, mais l'enfant bête. Bête, ok, je comprends. L'enfant stupide, c'est pour ça. Elle est pas non plus ultra futée, mais c'est plus l'enfant animal. Oui, pardon. Donc, effectivement, il y a. Alors, au départ, moi, je croyais que ce serait un truc. Par rapport justement à l'évolution de la société, de la nature et tout, tu sais, dans ce monde qui est quand même post-apo et où un père élève donc deux gamines seules, qu'en fait la deuxième justement, comme elle grandit dans un monde qui n'a pas connu de civilisation, revient à la nature et à ce côté brutal, etc. Et en fait, ça prend une direction qui est assez différente. On la prend en fin de volume parce que ça y est, on commence à pousser un peu plus loin l'intrigue, à comprendre où ils veulent en venir. Et le lore aussi. Le lore avec ce différentiel entre Jonah et sa sœur. C'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi beau. Effectivement, les couleurs de Matt Wilson qui sont vraiment très agréables. On est sur beaucoup d'orange et de bleu, avec le violet des cheveux de Rainbow, je crois. Oui. On nous refait la scène où elle met une brèche. C'était la scène du premier numéro, mais qui est plus détaillée cette fois. Diplodocus. Puis la patate est vraiment incroyable. Voilà, après, c'est vraiment un super travail sur le découpage et la mise en scène. Il a toujours vraiment cette façon, en fait, notamment sur ce genre de découpage, sur toute une page pleine, en fait, où le personnage gravit, en fait, littéralement la page, et où c'est vraiment très très bien pensé d'un point de vue séquentialité. En fait, c'est vrai que ça peut se lire assez rapidement encore, hein, comme le premier tome, parce qu'il y a une forme d'économie de dialogue et que c'est un titre, on va dire, all ages, mais qui s'adresse à la fois à un public assez jeune, mais tout autant à des adultes, et notamment quand t'es un peu plus vieux, ce qui t'intéresse vraiment, c'est déjà les planches sont ultra généreuses, mais c'est aussi la façon dont c'est découpé, la façon dont la mise en scène vient vraiment appuyer sur les points de détail qui sont importants, et puis quelque part aussi la grandiloquence en fait que tu peux retrouver dans des scènes d'action, ou alors c'est pas aussi intense pour moi hein, dans le combat de monstres que Ultra Mega forcément, mais ça n'a rien à voir. Il y a des gros monstres qui se font taper dessus. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, tu ressens quand même une forme d'intensité et tout, et que ouais, vraiment, du coup, t'as vraiment un intérêt purement visuel en fait pour les vrais fans de BD, pour ceux qui s'intéressent vraiment à cet art. Et il faudrait peut-être que Elsa Chartier nous fasse une vidéo dessus limite pour un petit peu analyser comment ce découpage est fait. Mais voilà, c'est très beau, c'est vraiment très très beau à lire. C'est très beau. Le papier choisi aussi, comme toujours, hein, avec 404 Comics, le fait que ce soit un papier assez épais qui a été pris, les couleurs ressortent très très bien, donc ça permet vraiment de mettre en avant le travail de Matt Wilson là-dessus. Et puis l'objet est toujours de qualité vraiment redoutable. Et puis c'est toujours pareil, hein, c'est un prix aussi qui est super accessible hein, pour ce genre d'album, c'est 14,95 €. Donc là aussi, de toute façon on l'a dit plusieurs fois maintenant là dans ce podcast, on est quand même sur une sélection d'albums qui sont quand même proposés à des prix plus bas que la moyenne, et qui ont l'avantage déjà de cette tarification, mais aussi du contenu qui est complètement une plus-value, enfin qui a vraiment un intérêt là-dedans. Et limite, pour ceux qui avaient peur que ce soit trop court, c'est limite maintenant le bon moment pour prendre les 2 tomes en fait. Mais moi, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est si j'avais un reproche à faire, ça aurait été que j'aurais préféré que les 2 tomes n'en forment qu'un. Parce que finalement, c'est 8 numéros. Je sais pas si c'est un standard de pagination normal pour ces numéros-là. Mais c'est vrai quand même que ça va très vite. Parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, alors on peut s'arrêter sur les planches, et effectivement, Samnee sait exactement comment nous promener. C'est une BD de dessinateur, hein, pour moi. Enfin, tu sens ce qu'ils mettent d'eux-mêmes. Parce que c'est le couple qui parle de ces 2 filles, justement, celle qui est plus âgée, qui est plus calme, qui est plus mesurée, et la plus petite qui est un peu plus folle, qui se croit invincible et tout, comme tous les gamins. Tu vois justement à quel point c'est écrit avec amour pour ces 2 figures-là, et même le côté justement jeune fille sauvage de Jonah est toujours compensé par l'amour qu'elle a pour sa sœur, et le fait qu'ils voyagent ensemble, et l'absence du père aussi qui se ressent, parce que c'est un monde d'adultes qui paraît dangereux, paraît cruel, même si on voit qu'il y a des adultes qui sont bien intentionnés. Il y a ce côté, je manque de comparatif immédiat, mais il y a ce côté, 2 enfants laissés à l'abandon dans un monde qui est trop vaste pour leurs yeux d'enfants. Mais en même temps, c'est
ce que tu gagnes grâce à la poésie, de ne pas avoir d'explication, de ne pas avoir un texte au début qui t'explique que t'arrives au monde. C'est que tu te laisses transporter, ouais. Oui, mais c'est que tu perds aussi justement de la densité que tu pourras avoir avec un peu plus de texte. Parce que je trouve quand même qu'il y a effectivement cette économie de dialogue dont tu parles. On pourrait avoir un peu plus de densité parce que sinon, tu vois, tu bouffes très très vite. Effectivement, pour moi, si vous n'avez pas commencé le tome 1, prenez les deux, mais les d'affilée, quoi. Parce que je pense que c'est, à mon sens, vu le twist qu'il y a à la fin, enfin le twist, la révélation qu'il y a à la fin, c'est plus intéressant d'avoir eu tout ça d'un seul coup. Toute la mise en bouche, on va dire. Proportionnellement, du coup, le tome 1 paraît effectivement juste une intro qui mène vers le tome 2, alors que finalement, les deux sont en fait complémentaires, parce que la vraie partie intéressante de l'histoire, c'est jusqu'à ce qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelle est justement l'identité de machin et tout. Donc tel quel, moi après ça reste effectivement une lecture que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très très fort et on voit qu'il se fait plaisir sur des techniques qui sont merveilleuses, les contours, les expressions des visages. Enfin tout est parfait en fait, il n'y a pas de truc à jeter là-dedans. En revanche, effectivement, si vous êtes adulte, soyez sûr quand même d'être un vrai gros fan de dessin, parce que sinon pour moi c'est quand même une lecture qui sera plus appréciée ou plus comprise par un plus jeune public. C'est que mon avis. C'est... Très très bien. Moi, fan de coups de crayon, je suis bien dedans. Mais ceux qui préféreront, par exemple, des trucs comme Crossover dont on parle dans l'indé plus classique, plus mainstream, là, on est vraiment sur autre chose. Ouais, très bien. Et donc disponible chez 404 Comics pour la somme de 14,95 €. N'hésitez pas à aller voir votre libraire. Et si jamais, si vous n'aviez pas commencé encore la série, le fait que les 2 tomes soient disponibles, ça vous permet vraiment d'avoir une bonne lecture en doublé. Ce sera très bien. Et donc, on va déjà terminer dans ce Back Issues avec la masterpiece, la masterclass, comme disent les jeunes. Masterclass, yes. La masterclass, la MIF, soutenez. La masterclass de ce numéro, peut-être l'une des meilleures BD de l'année. Corentin, est-ce que tu es prêt à faire cette assertion? L'année n'est pas finie encore. Oui, mais on sait très bien que tout ce qui sort cette année, c'est des choses qui a priori seront déjà commencées. Donc, est-ce que tu as vu quelque chose en indé qui arrive plus haut que ça? Peut-être. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas forcément envie. J'avais juste envie de. Non, mais j'ai pas envie de le comparer à d'autres projets, en fait. Très bien. Pour moi, c'est une BD que je sais que je vais relire dans 5 ans et avoir une petite larme à l'œil encore, tu vois. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de dire, c'est le meilleur BD de l'année. Je m'en fous limite s'il est des Eisner, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de sélections aux Eisner. Je m'en fous qu'il en ait ou pas, tu vois. Pour moi, c'est un projet maintenant que je sais être personnel comme l'était déjà The High Cost of Living de Neil Gaiman avant. Et le point commun d'ailleurs n'est pas anodin, puisque c'était un bouquin sur la mort. Et voilà. Comme Day Tripper aussi, alors. Comme Day Tripper aussi, mais exactement. C'est pour ça que Fabio Monti signe la préface du bouquin dans sa version française. Donc on vous parle de toutes les morts de Layla Starr, The Many Deaths of Layla Starr. On avait aussi parlé du premier numéro à la sortie chez Boom Studios de cette mini-série de Ramvi et Felipe Andrade. Et donc là, ça sort dans le grand format Urban. Donc voilà, format pensé un peu franco-belge et avec des grandes planches. C'est vrai qu'il est quali. Très joli dos rose. C'est la cover du numéro 5 qu'ils ont choisi d'ailleurs. Ouais. Après, moi j'aime bien la couverture avec le corbeau aussi du truc que je la trouve vraiment super. Elles sont toutes belles, ça celle aussi où elle lâche une puff. Je vais faire un poster de ça. Et donc Layla Starr qui nous parle en fait du jour où la mort va se retrouver au chômage, puisque quelqu'un est en train de naître. Darius, le jeune Darius va naître en fait, et Dieu, donc dans le panthéon mythologique un peu indien par contre, et donc Dieu explique en fait t'es viré, hindou pardon, je dis quoi, indien, pardon. C'est les deux marchent aussi. Ouais, pardon. Il y a aussi des bouddhistes en Inde, donc. D'accord, ouais, pardon. Et donc Dieu lui dit je suis désolé la mort, mais on va plus avoir besoin de toi, puisque bientôt le secret de l'immortalité va être découvert, et donc ton travail sera terminé. Et ce qu'on lui dit, ce qu'on lui propose, c'est de dire tu vas pouvoir vivre une vie de mortel en t'incarnant en fait dans le corps d'une adolescente qui va se suicider, donc qui s'appelle Layla Starr, c'est justement celle-là. Et en fait, elle arrive en fait au même moment où ce jeune Darius vient de naître, et donc son idée de départ, c'est d'aller tout simplement à la maternité et buter le gamin qui va lui faire perdre son emploi et sa raison de vivre, alors que c'est la mort. Pas mal. On est sur trop fort, frère. On est sur de la belle poésie. Et sauf que en fait, elle va pas réussir, et en fait, elle va avoir un accident et va mourir.
Et sauf que l'un de ses potes, un de ses potes de divinité qui va la faire se réincarner de nouveau. Et sauf que quand elle rouvre les yeux, en fait, il y a plusieurs dizaines d'années qui ont passé. Donc Darius maintenant est un adolescent, enfin un jeune enfant. Donc c'est pas plusieurs dizaines d'années, c'est 8 ans qui sont passés au premier. Mais voilà, c'est en fait c'est une structure un peu narrative, un peu façon Un jour sans fin, où tu vas avoir à chaque fois, et le titre est assez explicite, donc c'est pas un spoiler de le dire, mais voilà, plus où en fait elle va finir par mourir à chaque fois, en essayant ensuite de retrouver à chaque fois Darius qui lui va grandir et peut-être va se douter de quelque chose parce que voilà, à chaque fois il se passe des trucs bizarres et il y a cette même femme cette jeune femme qui elle ne vieillit pas. Et voilà, donc sans en dire plus maintenant, parce que faut vraiment se garder aussi le plaisir de la découverte. Vous avez le pitch et non, entendu, vu que le titre l'annonce aussi, voilà, c'est un titre qui vous parle de la mort et de la vie de façon assez poétique, on va dire, hein, Corentin. Oui, poétique, oui. Comment dirais-je, ça parle autant du deuil que l'acceptation du deuil aussi. En fait, pour moi, c'est plus une BD qui parle justement parce que évidemment la mort est liée au deuil. C'est plus une BD qui parle de ce qui reste en fait après la mort. Parce que quand on voit justement les différents épisodes, effectivement, chaque fois qu'elle croise Darius, c'est à un moment donné où il vient de perdre quelqu'un. Et le fait que lui s'accroche à ses souvenirs fait que justement c'est ce qui va le mener à la piste de chercher la solution. De la même façon que elle, justement, Layla, chaque fois qu'elle renaît, qu'elle ressuscite, parce que le dieu de la vie, Prana, la ressuscite à chaque fois. Et d'ailleurs, leur relation est géniale parce que tu vois le dieu de la vie qui presque a l'air très amoureux en fait de la déesse de la mort et qui lui dit en fait je ne suis rien sans toi, la vie n'est rien sans la mort, ce qui est déjà un truc que tu peux t'arrêter 5 minutes et essayer de réfléchir à ça. Il y a une âme dans cette BD, il y a un souffle exceptionnel. Il y a un amour aussi de l'Inde. Ramvé lui-même, je pense, est indien. Enfin, je comprends qu'il était indien. Oui, il est. Avec justement ces paysages magnifiques d'urbanisme indien, les paysages naturels, les temples. Il y a un temple chinois aussi qui te parle un petit peu des couches d'immigration chinoise en Inde qu'il y a eu à un moment donné. La relation à la spiritualité, en fait, à l'évolution économique de l'Inde aussi, aux destructions, aux incendies et tout. Et au fait de trouver la paix, en fait, avec l'idée qu'on va mourir. Il compare ça à une cigarette, il dit voilà, une cigarette c'est agréable, mais à la fin elle est consumée. T'as un super passage où la narration est faite du point de vue d'une cigarette, donc ça c'est. Marlboro qui passait par là, effectivement. Il y a un côté un peu humoristique aussi, parce que le fait qu'effectivement elle meurt à chaque fois et que ça la saoule et tout. De toute façon, moi je suis vraiment tombé amoureux de Layla. Je trouve déjà au niveau du design, Andrade il fait un travail exceptionnel. Il la rend sexy, mais très élégante, une présence fantomatique qui, avec ses cheveux immenses, envahit la pièce. Et justement, d'ailleurs, il tombe pas dans le piège de refaire une sorte de Def à la Neil Gaiman. Parce que dans l'univers de Sandman, même si je pense qu'il y a quand même. Enfin, ce serait intéressant de lui en parler, mais je pense qu'il y a quand même des référents. Parce que dans l'univers de Sandman, justement, la mort est la personne la plus joyeuse et la plus vivante de tout le panthéon des dieux. Et beaucoup plus que son frère, le dieu des rêves, qui lui. Un mec qui manque cruellement d'imagination, justement, au début, parce qu'il est toujours en train de bouder et tout. Et tu tombes pareil amoureux de cette figure qui te dit qu'en fait la mort n'est pas forcément un élément négatif en fait. Pour un mec comme moi qui a des énormes angoisses morbides, c'est un truc qui me fait beaucoup de bien. Comme aujourd'hui justement j'ai plaisir à voir des œuvres qui parlent de ça et en arrêtant de faire des crises d'angoisse. Là précisément c'est vraiment oui c'est une belle leçon. Je me demande où il a été chercher ça. Peut-être que lui a subi un deuil récemment ou qu'il avait besoin en fait d'exprimer cette pulsion qui nous anime tous, qui est en fait la peur de partir et la peur de dire adieu aux autres, parce que c'est pareil là. À un moment donné, elle parle avec Darius et elle lui dit justement ce qui va te manquer, en fait, c'est ça, le vrai problème. C'est quand les gens y partent, justement, au début, tu t'aperçois que quand ils sont partis, ils ont emmené des bouts de toi avec eux, tu vois. Et ça, précisément, effectivement, c'est un truc que je pense tout le monde a besoin d'entendre parce que, bon, moi, j'ai pas perdu énormément de gens dans ma vie, j'ai de la chance, mais je sais que, voilà, j'ai connu des gens en deuil, mais j'ai effectivement éprouvé le deuil de grands-parents ou quoi, et c'est un truc qu'il faut toujours se rappeler en fait, c'est la fin est naturelle, la fin est normale, et la fin en fait si tu veux il faut s'arrêter 2 secondes pour considérer que il y a eu un avant, et donc c'est l'avant qui compte et pas ce qui n'est plus là en fait. Pareil, il y a aussi je trouve beaucoup d'énergie très positive et philosophique à la Carbone et Silicium, tu vois, pareil les moments où on voit alors c'est Silicium du coup le masculin. Bon, j'ai plus de souvenirs là. Il me semble, hein, qui pareil tu vois parcourt l'Inde aussi, parcourt le monde et assiste à l'effondrement de l'humanité avec beaucoup de philosophie et de sagesse et de spiritualité. Il veut juste voir, il veut juste contempler la beauté du vivant et tout. Et là, c'est pareil, tu vois, il y a ce côté très peu bavard, en fait, parce que c'est quand même pas très bavard comme BD. Enfin, il y a ce qu'il faut comme dialogue pour que ce soit explicatif, mais t'as pas des engueulades, t'as pas... Non, on passe effectivement, assez vite, tu vois, c'est beaucoup plus agréable à lire en trade, d'ailleurs, je trouve.
où voilà, on s'arrête pour regarder la beauté des paysages, on s'arrête pour regarder des gens qui travaillent, qui vont au marché, qui vraiment au marché pour une fois, tu vois, qui voilà sont en soirée, qui fument, des magnifiques volutes de fumée et tout. C'est une vraie célébration du vivant à travers les yeux de la mort, ce qui est du coup assez génial. Et on voit son voyage spirituel à elle et comment petit à petit, elle qui au départ était une égoïste qui voulait juste laisser les gens crever littéralement pour récupérer son travail, devient en fait un être beaucoup plus vivant, beaucoup plus innocent que justement le côté un peu corporatiste. Parce qu'on l'a dit, le Panthéon des dieux, c'est vraiment une boîte en fait. Ouais. Et c'est une boîte, c'est pas une start-up, hein, c'est une boîte à l'ancienne avec voilà Kali quand elle a, donc c'est la déesse de la mort Kali chez les Indiens. Quand elle arrive dans le bureau du patron, elle a un petit tailleur, les cheveux en bataille, un truc dans les cheveux et tout. Donc c'est vraiment le côté corpo en fait et limite un peu stupide qu'on peut mettre là-dedans, qui pareil d'ailleurs fait explicitement référence à d'autres trucs. Moi j'y vois un petit peu un côté Good Omens, tu vois, pareil où il y a le côté un peu administratif de la divinité où tout le monde a bien son boulot, etc. Donc ouais, enfin, que dire, effectivement, pour moi, c'est pas, j'ai vraiment pas envie de dire c'est le meilleur titre indé de l'année. Pour moi, c'est le meilleur projet de Ramvé. Ça, je peux très clairement le dire. J'y vois une vraie continuité par rapport à Blue and Green, où il parlait aussi de la vie, quelque part, mais il parlait justement de la vie d'une perspective beaucoup plus pessimiste, du destin manqué, des frustrations, du fait justement de voir la mort approcher, de ne rien pouvoir faire parce qu'on n'a pas pris les bons tournants. Là, à l'inverse, je le vois vraiment comme un truc beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, qui regarde l'avenir avec sérénité et qui a voilà, des personnages, des interactions qui sont géniales. Puis qu'est-ce que c'est beau, bordel. Donc voilà, c'est mon avis digéré sur cette BD. Qu'est-ce que tu veux dire de 5 plus étoiles, etc. Ce que vous voulez, badaboum, baboum. Et ce genre de BD, voilà, qui quand même nous rappelle que on a un art qui est vivant, justement, qui est loin de s'arrêter aux saloperies des mainstream ou quoi. L'indé est vraiment permet d'avoir des choses merveilleuses. Et quand tu vois d'ailleurs l'édition française de Urban, qui est plutôt quand même assez belle, hein, j'ai envie de dire, je pense que voilà, on a fait ce métier au bon moment, Arnaud Kikou. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais j'ai pas grand chose à rajouter de toute façon sur ce que tu as dit, tout simplement. Donc on va s'arrêter là. On va dire c'est très bien. Voilà, donc ça s'appelle Toutes les morts de l'Alastair. Non, mais franchement, t'as vraiment tout dit. Hein. C'était impeccable. Donc je ne peux que abonder dans ton sens sur le fait que voilà, c'est effectivement une BD qui parle à beaucoup de choses, qui fait ressentir des choses aussi. Et c'est vrai que le seul truc sur lequel où j'aurais un reproche à faire, c'est même pas sur la BD en tant que telle, c'est sur la façon dont Urban a voulu communiquer dessus, notamment sur les réseaux, avec vraiment en accent plus sur vas-y, le secret de l'immortalité a été découvert, alors qu'au final c'est pas du tout ça qui est important, tu vois. On s'en bat les couilles. Après c'est l'accroche qui est un petit peu bizarre, mais qui peut-être peut induire en erreur. Mais voilà, maintenant si vous nous avez écouté, vous savez vraiment un petit peu de quoi il en ressort plus. Et voilà, magnifique bande dessinée et très bel objet aussi en même temps. Donc c'est disponible en librairie pour la somme de 19€. Donc là aussi on vous recommande vivement de vous le procurer. Vous ne serez pas déçus, croyez-nous. Et si jamais c'est le cas, on en est désolé de pas avoir su. C'est parce que vous avez pas d'âme, c'est tout. Ouais, c'est pas ça, c'est que vous êtes corrompu. Bref, Corentin, on en a fini pour ce Back Issues VF. Donc voilà, pas mal de titres que l'on peut vous recommander. N'hésitez pas à aller donc en librairie ou en bibliothèque pour les retrouver. N'hésitez pas à vous les prêter entre vous aussi. À la limite, si vous avez d'autres connaissances qui lisent également des comics, c'est une façon voilà de pouvoir, parce que la culture ça se partage tout simplement. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu ou ce que vous comptez peut-être lire après nous avoir écoutés. On est toujours ravis de savoir que nos petites chroniques audio ont pu permettre de vous convaincre, de vous lancer dans la lecture de quelque chose. C'est un peu le but, tout simplement, de ce podcast, c'est vous inviter à la lecture. Et on vous rappelle aussi que pour soutenir ce podcast et pour faire découvrir les BD qui sont traités, une seule solution, les partages partout, voilà, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, ou que vous voulez, parlez-en à votre libraire si jamais il les a pas commandés. Dites-lui, ouais, il y a First Print qui m'a recommandé, du coup, j'aimerais bien la lire. Est-ce que vous l'avez? Il va faire, non, mais qu'est-ce que c'est, au fait, First Print? Et là, tu fais, tiens, voilà, c'est un podcast. Voilà, des flyers. Et voilà. Et après, ils vont faire, oh, je connaissais pas ce podcast, c'est incroyable, ma vie est changée. Oh là là, encore plus que quand j'ai lu Toutes les morts de l'Alastair, c'est vraiment incroyable. Tous les gens dans ton univers mental parlent comme ça. Tout à fait, mais après, t'as vraiment pas envie de diriger dans mon univers mental. Et on vous rappelle aussi qu'on a une page Tipeee qui existe pour nous soutenir, voilà, sur le long terme. Et également, dans la description des Back Issues, il y a des liens pour chacun des albums chroniqués quand ils sont disponibles chez nos amis et partenaires de Comics Zone. Si vous n'avez pas de libraire dans le coin et que vous n'avez pas peur de la vente par correspondance, vous pouvez à la fois soutenir
soutenir le podcast et un sympathique comic shop lyonnais en allant passer commande avec les liens qui sont dans la description. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!